qui ne sont pas aniés à regarder rapidement. Typiquement, il y a... J'entends bien le point sur la Russie, j'entends bien que vous considérez la Russie une menace, mais qu'en est-il de Nord Stream en fait? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question? Ma question, c'est est-ce que vous avez une liste de suspects dans l'attaque de Nord Stream? C'est-à-dire que la Russie, Je n'ai pas aujourd'hui, une liste de suspects à c'est vous une menace soumettre. politique. Vous avez aucune liste dessus. Je n'ai pas Savez une pas du tout liste de qui a pu suspects. réaliser le sabotage de Nord Stream. Allez-y. Vous savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream. Vous Je n'avez n'ai pas de suspect en tête, quoi. je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. Réfléchissez quand même à la question. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois cette interview-là, on a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à- -vis de la Russie. Alors Non, qu'on a puisqu'on subi parle une de... attaque. On a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Aiguille, qui est un journaliste, un ancien de RT France. Aujourd'hui, il est journaliste indépendant, titulaire de la carte de presse, et ce fameux sésame lui donne la possibilité d'aller poser des questions aux représentants nationaux, au gouvernement, et il s'en sert. Frédéric, bonjour. Bienvenue Bonjour, chez François pour la deuxième merci. fois. Et je pense que c'était important de raconter un petit peu les tribulations et les rôles de la carte de presse d'un journaliste, surtout qui se pose des questions. Vous vous posez des questions sur Nord Stream, vous vous posez des questions sur la politique étrangère. Quelles sont toutes ces questions que vous vous posez auxquelles vous aimeriez avoir réponse? Alors, je dirais pas que j'aimerais avoir réponse en fait. Moi, l'objectif de ma démarche, on est censé être dans un cadre démocratique. On voit tous aujourd'hui qui se réduit de plus en plus, hein. Il y a encore eu la censure là hier de quelques canaux Telegram accusés d'être pro-russes. Donc, on a un espace démocratique qui se réduit de plus en plus. Et moi, il se trouve que j'ai effectivement la carte de presse encore pour un peu de temps, ce qui me permet d'accéder à l'Élysée et d'aller poser des questions. Donc, je veux juste tenir au mot, en fait, le contrat que nous vendent aujourd'hui nos responsables et nos dirigeants, le contrat démocratique, où on nous explique qu'on est dans une démocratie. Bah, très bien, je vais profiter de cet espace démocratique pour leur poser des questions qui aujourd'hui sont sur des sujets qui sont vraiment pas débattus, où on n'a plus le droit d'avoir un avis différent. Enfin, en tout cas, cet avis n'est jamais exprimé dans les médias traditionnels. Si vous parlez des questions de l'OTAN, de l'UE, de tous ces sujets-là, en fait, il y a un consensus absolu, non seulement de la sphère politique, mais aussi de la sphère médiatique. Or, je pense que dans le pays, ce sont des questions qui interrogent beaucoup de gens. Voilà, donc j'ai parlé là en l'occurrence de Nord Stream, mais il y a beaucoup d'autres sujets qu'on doit pouvoir évoquer et desquels on doit pouvoir discuter avec nos dirigeants pour qu'ils nous exposent clairement leur position et la cohérence de leur position. Moi, c'est mon but d'essayer de voir. C'est le Je suis travail pas d'un là. journaliste, quelque Oui, part. voilà, tout à fait. Moi, j'ai pas d'animosité particulière, si vous voulez, envers ce gouvernement. J'ose espérer que eux comme moi avons les intérêts de la France en tête. Il se trouve qu'ils ont une idéologie politique qui est la leur. Mais dans une démocratie saine, ils sont censés pouvoir confronter leur idéologie politique à des avis différents et démontrer la cohérence et la pertinence de leur position sur tous ces sujets-là, quoi. Alors là, en l'occurrence, vous avez posé des questions à la ministre Prisca Thévenot, notamment sur, on va dire, est-ce qu'il y aura sur Nord Stream 2, mais aussi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses dans l'interprétation? Alors on voit que la semaine dernière, il y a eu un débat, en fait, une interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. On n'en parle pas, donc cette invisibilisation dans les médias. Et là, vous posez des questions en demandant aux représentants du gouvernement, à une ministre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que la Russie? Et vous cherchez à comprendre qui a contribué à ce sabotage cet attentat contre Nord Stream 2. Alors expliquez-nous un petit peu déjà comment on arrive dans une pièce comme ça devant une ministre. Vous êtes choisi, vous êtes tiré au sort?
Non, non, alors c'est très simple et c'est là, enfin, là, c'est pour ça que j'en profite. C'est la conférence de presse du Conseil des ministres est ouverte à tous les journalistes à partir du moment où vous disposez du sésame, c'est-à-dire de la carte de presse. Donc il vous suffit de faire une demande d'accréditation et légalement, dans la limite des places disponibles, on ne peut pas vous refuser votre C'est ce accréditation. que vous avez fait là aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, ouais, Voilà. tout à fait. Et c'est Donc, ce vous que étiez je là-bas en tant que journaliste professionnel exactement. et vous C'est ce posez que vos questions. En fait, vous êtes sélectionné pour poser les questions. En fait, mais alors non, 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 c'est ouvert. C'est pour ça que c'est intéressant et que c'est un endroit, c'est un des seuls endroits en fait où on peut avoir cet espace de discussion avec le gouvernement. C'est-à-dire que autrement, c'est très difficile. En tout cas, pour un journaliste indépendant comme moi, j'ai aucun autre moyen d'essayer d'avoir les réponses à mes questions parce qu'évidemment, personne ne me répondra. J'aurai pas de contact. Là, c'est ouvert. Et donc, il y a cette opportunité, pardon, donc il faut la saisir. Mais je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'interview de Vladimir Poutine. Ce qui, à mon sens, est un des problèmes majeurs auxquels aujourd'hui on fait face. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui cherche à contrôler le discours, le narratif, comme on dit aujourd'hui, qu'ils ont sur la question russe et ukrainienne, mais pas seulement, et qui voient bien qu'ils sont en train de perdre le contrôle de ce narratif-là, parce que pour diverses raisons que, que je les laisse deviner, mais euh, il y a plus de, il y a plus de possibilités. On est tellement fragile en fait dans la position, quand je dis on, je parle de la France, fragile dans la position qu'on défend, qu'on n'est même plus capable, on ne veut même plus que les gens aient accès à la position de ce qu'ils considèrent être leur adversaire. Mais c'est extrêmement dangereux dans la période qu'on vit. C'est-à-dire on a d'un côté l'OTAN et les dirigeants européens qui sont en train de parler de la menace russe, qui sont en train d'accuser la Russie de vouloir attaquer la Pologne, donc concrètement de préparer une guerre directe avec la Russie, mais qui ne veulent pas du tout que vous entendiez la position russe. Moi, ma question, c'est pas du tout de partager ou pas la position russe, mais il me semble absolument essentiel d'entendre ce qu'ont à dire les Russes. Et c'est en ça aussi donc, qui est écoutons nos marquant. ennemis, mais aussi écoutons ceux qu'on vise comme étant nos ennemis quelque Oui, part. et bien sûr, et si vous voulez les comprendre et puis les combattre, si vous voulez combattre leurs idées, en fait, vous êtes obligé vous êtes obligé d'essayer de les entendre et de les comprendre. Et aujourd'hui, on se bloque de tout ça, donc on s'enferme dans notre propre réflexion, mais dans une réflexion qui est aujourd'hui très limitée, qui n'est partagée que par les Occidentaux, parce qu'on vit dans un monde qui est en pleine bascule, en pleine bascule des équilibres des pouvoirs. Hein. L'Occident ne domine plus le monde comme il a pu le dominer ces 50 dernières années ou 70 dernières années. Et donc on ne peut pas s'enfermer dans notre petite bulle entre nous. On est obligé d'écouter ce qu'ont à dire les autres, que ce soit les Chinois, les Iraniens, les Russes, qui voulaient pour pouvoir s'adapter et adapter la France de demain dans ce monde-là qui est en train d'émerger. Et surtout avec les BRICS, avec l'avènement des Bien BRICS sûr, qui prennent une plus grande influence, avec la baisse des échanges en dollars, on va dire, les forces en présence sont en train de changer. Ce que vous êtes en train de dire, c'est avant de considérer une personne comme une ennemie, écoutons ce que tout le monde a à dire et décidons après qui sont réellement nos amis, nos alliés et les forces d'opposition et combattons-la sur le terrain des idées. Et mais pour les tout à fait. combattre sur le terrain des idées, il faut forcément les écouter. Et bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, aujourd'hui, on peut pas considérer, parce que c'est rigolo, Macron, à plusieurs reprises, a validé l'idée que le monde vivait un moment de bascule. C'est pas le seul, les États-Unis aussi commencent à dire, oui, bon, effectivement, le monde est en train de changer. Mais donc, si on valide cette idée-là, il va falloir qu'on s'y adapte à ce monde-là. Et là, aujourd'hui, clairement, la direction que prend l'Union européenne et l'OTAN, c'est la direction de la guerre. Et alors, la guerre, personne n'a y gagné. Si vous faites demain la guerre à la Russie est la plus grande puissance nucléaire du monde, tout le monde perd, en fait. Donc, j'ose espérer que personne ne veut en arriver là, mais si on ne veut pas arriver à la guerre avec la Russie, il faut écouter ce que la Russie a à dire. Et encore une fois, hein, c'est pas pour valider tout ce que dit Vladimir Poutine. Vous pouvez très bien combattre sa vision des choses, mais simplement dire non, non, personne n'a le droit d'écouter ce que dit la Russie, à mon sens, c'est extrêmement dangereux dans la période actuelle.
Alors revenons un petit peu donc à cette question. Donc vous posez après une petite introduction en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passe, vous posez directement la question à la ministre en lui demandant mais est-ce qu'on n'aimerait pas savoir qui a perpétré l'attentat de Nord Stream? Et là elle balbutie un petit peu et puis elle vous répond non, je ne sais pas, j'ai pas de réponse à vous proposer. Donc quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous donne? Quelle est votre première réaction? Bah, c'est moi encore une fois, mon but est pas vraiment d'obtenir des réponses du gouvernement. Je comprends bien, et je suis pas le seul, tout le monde voit bien qu'on est aligné absolument aujourd'hui sur Washington, sur les intérêts de Washington. Donc je me doute bien que je vais pas avoir une réponse de la ministre qui va me dire ah quand même bon les États-Unis sont suspects, il faut euh, mais ce qui est important, c'est que les gens voient et les gens comprennent que dans leur propre démarche, c'est-à-dire dans leur réflexion, c'est de se dire il faut qu'on développe la sécurité européenne, on a besoin pour ça de l'OTAN. Mais donc, si vous voulez développer la sécurité européenne, vous développez la sécurité européenne, pourquoi? Pour faire face à la Russie, ok, soit, très bien. Mais comment, de façon cohérente, vous pouvez expliquer, vous pouvez ne rien faire quand l'Europe, qui est ce que vous défendez, pardon, est attaquée en son cœur, dans son poumon économique. Donc là, il y a une incohérence majeure de laquelle ils ne pourront pas faire l'économie de l'explication indéfiniment, si vous voulez. Il y a un moment ou un autre, il va bien falloir qu'on se pose et qu'on comprenne cette question et qu'on se dise pourquoi. Alors, je vois bien que les Allemands commencent à dire, mais c'est pareil, c'est ce que je dis dans ma question. Les Allemands commencent à dire oui, non, non, mais alors c'est pas du tout les États-Unis, peut-être un groupe de saboteurs ukrainiens. Bon, je laisse chacun juger de leur hypothèse. Mais même si c'est cette hypothèse-là, même si c'est donc des saboteurs ukrainiens, pourquoi alors à ce moment-là, est-ce qu'on continue de soutenir un gouvernement en lui donnant des milliards d'euros s'il nous a attaqué sur notre territoire? Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens, mais enfin voilà, donc il faut, mon but est Donc, vous simplement attendez des de... réponses et en fait, compte, vous posez les questions que des millions de Français se posent. Ils attendent des membres du gouvernement qu'on leur amène des réponses claires. Vous comprenez que si on ne vous amène pas une réponse, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas vous la donner ou parce que peut-être qu'aujourd'hui, la vérité est un petit peu difficile à annoncer. À chercher les responsables. En tout cas, ça a fait réagir énormément de personnes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui disent ah ben tiens, enfin un journaliste qui va au contact à poser les questions. Donc déjà bravo, hein. Moi, en tant que Ouais, alors journaliste, merci, il a eu le courage. mais Et, ça aussi, c'est aussi très parlant. C'est quand même un peu triste aujourd'hui qu'on en soit deux ans après, ou je sais pas, un an après, un an et demi après le sabotage de Nord Stream, de se dire, de se trouver face à un tel buzz en fait, alors que c'est une question, qu'on aurait dû poser mille fois en fait, qui est absolument légitime. et qui a été Et posé dans bien des médias. En fait, si on regarde, bon, chez François, on en a parlé, mais dans les journaux bien sûr, étrangers, on en a parlé, même aux États-Unis, on en a parlé en Russie, bien on en a sûr. parlé. Le président Poutine en a parlé. Il a même pointé du doigt la CIA de manière très claire. Donc, en fait, quelque part, il a pointé du doigt. Il a porté une accusation. Ça ne veut pas Mhm, dire qu'ils sont coupables, hein, donc tout que à les fait. choses soient claires. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que bah, des questions doivent être posées, on doit nous donner les réponses, et vous dites à la ministre, bah, écoutez, ça serait bien que vous posiez la question quand même, et que vous nous ameniez une réponse, parce que vous regardiez. Parce que quelque part, on a l'impression qu'ils savent, mais ils ne veulent pas dire. Mais bien sûr, enfin, je ne veux pas croire que personne n'ait réfléchi à cette question dans les instances dirigeantes françaises, mais en tout cas, moi aussi, ce que j'essaie de faire par là, c'est d'essayer d'élargir en fait le débat de la réflexion qui, à mon sens, est un peu trop limité, où on a une compréhension limitée comment dire, de l'architecture de géopolitique et des forces en présence, en fait. Et aujourd'hui, on a une vision, si on parle de la question américaine, on voit bien que les Américains, ce sont nos alliés, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, que ce soit du côté industriel, du côté, enfin, où j'ai un autre journaliste qui a enfin, qui a fait ce rappel, qui parlait de l'affaire Assange, mais de l'espionnage de nos dirigeants. Enfin, c'est quand même une relation particulière qu'on a aux États-Unis et de laquelle il est interdit de parler et il est interdit de douter. C'est-à-dire que parce que les États-Unis sont nos alliés,
on s'interdit toute critique et on leur laisse un blanc-seing absolument total. Et aujourd'hui, bah, à mon sens, ça pose problème. Si on a une bascule du pouvoir, des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, il est peut-être temps pour nos dirigeants français de réfléchir à la question de nos alliances stratégiques fondamentales. La France n'a pas toujours été soumise à Washington comme elle l'est aujourd'hui, et donc bah, peut-être on peut retrouver un peu de souveraineté par là. Et alors même, je suis pas forcément pro-européen, mais même pour les Européens, bah écoutez, à ce moment-là, que l'Europe se définisse sa propre souveraineté et s'éloigne des États-Unis, qui, bon, bah, concrètement, peut avoir certaines critiques sur leur attitude vis-à-vis de l'Europe. Alors, Frédéric Aiguille, vous posez la question à la ministre qui est en charge du renouveau démocratique en France. C'est quand même le renouveau démocratique, si on en croit le gouvernement, les directions qui ont été données par le président Macron, le Premier ministre Attal, il y a quand même une certaine forme de transparence. On est en train de prôner les valeurs de la République. Quand vous voyez une ministre qui n'est pas en mesure de répondre, est-ce que vous vous posez la question de savoir si elle est compétente? Alors moi, je me garderais bien de juger de sa compétence. C'est c'est pas vraiment, enfin je conçois, si vous voulez, en tout cas sur ma question, elle puisse être gênée parce que il y a des choses. Je suis pas sûr que ce soit une question de compétence. Je pense qu'elle a un avis précis sur la question, mais le problème, c'est qu'elle s'interdit de partager cet avis. C'est-à-dire que si on n'en est même pas à pouvoir évoquer sur cette question-là une liste de suspects de l'État, parce que c'est forcément une attaque d'un État qui a fait saboter, qui a saboté Nord Stream, pardon. Si on s'interdit même cette réflexion-là, en fait, c'est ça qui pose problème, à mon sens. C'est pas, j'ai aucun, j'en j'en porterai vraiment aucun jugement sur ses compétences. Je pense juste que on s'interdit de penser, on s'interdit de penser, on s'interdit de dire des choses, et du coup, bon, bah, ça limite forcément la discussion, quoi. Alors, ça limite la discussion, mais est-ce que ça n'entraîne pas quelque part une défiance, une perte de confiance envers nos instances? Bon, ça, de toute façon, c'est sûr que c'est évident, ça date pas d'hier et ça va pas s'arranger quand on parle. Vous me dites que c'est la ministre du Renouveau démocratique et c'est vrai. Quand on voit ce dont on parlait au début de l'interview, quand on voit le rétrécissement justement du champ démocratique dans notre pays, enfin c'est maintenant sur ces dernières années, si vous regardez toutes les séquences, les libertés auxquelles on a accès sont en train de se réduire et tout est en train de se réduire. Donc, c'est normal qu'il y ait une défiance envers les autorités quand ces autorités-là nous grattent de plus en plus rapidement toutes nos libertés. Et elles sont en train de les rogner, et donc bah, il faut qu'il y ait une réaction. Mais à mon sens, c'est là où on peut jouer, si j'ose dire, il faut les prendre à leur propre jeu, en fait. Et ils n'ont de cesse de dire qu'ils représentent la démocratie et la liberté et que c'est l'Occident, ce sont les valeurs cardinales de l'Occident. Et ben, si c'est le cas, très bien. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut avoir un débat sain et ouvert. Et bien, ayons ce débat et bah, portons-le où on peut le porter. Là, si on peut le porter là, je continuerai moi à le porter Donc, au demandons les Conseil des réponses. ministres. Alors, quand j'ai entendu votre interview, j'ai aussi demandé la réaction à une géopolitologue qui est Caroline Galacteros, juste pour savoir. Alors, je vais vous lire ce qu'elle m'a dit, parce que je voulais avoir quand même l'expertise de quelqu'un qui est experte dans ce domaine et qui a cette connaissance-là. Et elle me dit la chose suivante. Ce n'est pas de l'incompétence manifeste, c'est la force du déni et l'expression d'une véritable atrophie de la réflexion stratégique de notre pays face à des réalités que ses représentants ne peuvent simplement pas assumer tant elles sont douloureuses. L'idéologie pure et la soumission sont les ersatz d'une politique étrangère introuvable et d'une fuite en avant suicidaire. C'est triste, grave et très dangereux. Je partage son analyse. Je partage son analyse et d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans la place que la France à l'étranger. Si vous voulez, la France est en train de disparaître d'Afrique. On n'existe plus. On était une puissance médiatrice encore importante. Hein. On est dans les accords de Minsk. Mais maintenant On est on est inexistant.
On On est est tenu à distance par absolument. Poutine, comme Emmanuel Macron, à distance sur la table de la négociation. Oui, oui, et d'un autre côté, bouffé par les États-Unis, parce que enfin, si on va au Niger par exemple, la France a disparu du Niger. Elle a essayé du coup comment dire, de monter une attaque via la CEDEAO, que la CEDEAO intervienne au Niger, etc. Mais les États-Unis ont dit non, parce que les États-Unis, ils ont gardé leur base au Niger, si vous voulez. Donc on est en train tous nos intérêts stratégiques sont en train de s'envoler, de disparaître. Et on ne réagit pas, on dit rien et on continue dans cette logique-là, ce qui est absurde. Et alors, je vais poser une autre question, parce que quand même, moi, ça m'intéresse de savoir s'ils savent et qu'est-ce que quelqu'un qui a été, on va dire, dans ces instances-là gouvernementales, et elle me répond, elle me dit, mais bien sûr qu'ils savent. Ils ne peuvent juste pas dire ni l'avouer, car alors tout l'édifice du mensonge accepté et partagé s'écroule. C'est un tabou, le degré zéro de la politique étrangère et de la réflexion stratégique. Donc, quelque part, on a des membres du gouvernement qui font de la communication, qui réagissent, qui n'anticipent plus, alors que quelque part, la diplomatie, c'est aussi anticiper, la stratégie, c'est anticiper. C'est quand même dur d'entendre ce genre de choses. C'est sûr que c'est pas pour notre pays. Enfin, on voit bien on est en plein effondrement, quoi. On est en plein effondrement euh, De nos ouais, compétences, de notre positionnement, de tout ce que l'on est. exactement, d'un peu tout. Mais après, il y a quand même des mouvements de résistance. Alors, si vous voyez au Quai d'Orsay, il y a quand même sur la question, par exemple, israélo-palestinienne, on a eu des diplomates qui ont dit, alors attendez, là, quand même, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire toute la politique, notamment la politique arabe qu'avait la France depuis des années, pour un alignement sur Israël. Mais donc il y a quand même dans le corps diplomatique, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais le problème, c'est que le corps diplomatique a été détruit par Emmanuel Macron, qui maintenant est passé à un système davantage à l'américaine, où on va faire des nominations selon le bon vouloir du prince, si vous voulez, et donc on va avoir forcément des diplomates qui seront de plus en plus, comment dire, sous l'influence enfin, des gens qui les ont nommés et donc du pouvoir politique. Donc ça va être de plus en plus compliqué, mais bon, il faut pas désespérer. Et puis, voilà, comme le disait Caroline Galacteros que vous citiez, effectivement, je suis d'accord avec son analyse. Je pense ils ne peuvent pas voir en face la réalité qui est en train de se jouer, mais justement, il faut leur montrer, et il faut leur montrer les incohérences du raisonnement qu'ils développent face à cette réalité qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité qui est en train de se jouer, la réalité géopolitique notamment, qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde la voit. Tout le monde voit aujourd'hui sur la question de Nord Stream. Vous parlez aux Chinois, vous parlez aux Russes, vous parlez aux Iraniens, vous parlez au reste du monde. Tout le monde a bien conscience que il se passe quelque chose en fait. Et il y a uniquement les Européens qui s'interdisent. Et c'est encore pire quand vous voyez les Allemands, quand vous voyez la réaction de Scholz avec Biden. Enfin, c'est terrible de soumission. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Si vous n'êtes pas capable de réagir face à votre allié et de lui poser les questions qui fâchent, enfin, c'est là, c'est fini, quoi. Et on a vu que l'économie allemande est en train de s'effondrer. Ah, un effondrement total. Total, c'est l'industrie allemande dépendait absolument du gaz russe. Et c'est alors là, après, là, on peut faire des hypothèses, hein, mais bon, si on fait l'hypothèse d'une attaque russe, je peux bien faire cette hypothèse-là, on peut faire l'hypothèse que, effectivement, est-ce que les États-Unis qui sont en train de perdre pied dans leur position de domination globale, est-ce que on n'est pas en train d'éliminer le concurrent européen en fait en le coupant des ressources naturelles bon marché russe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'éliminer simplement un concurrent pour essayer de conserver une place dans le nouvel équilibre mondial? Et nous, on est le dindon de la farce, quoi. Alors bon, Vladimir Poutine a dit quand même dans son interview il n'avait pas d'intérêt, on va dire, à aller attaquer la Pologne, donc peut-être qu'il n'aura pas d'intérêt à aller attaquer l'Allemagne, on espère en tout cas que la diplomatie retrouvera sa place. Vous avez tenu votre rang de journaliste. Est-ce que après de telles questions, vous allez toujours retrouver votre place si jamais il y a des places de libre à l'Élysée?
Retrouver ma place, ça dépend où. Écoutez, en tout cas, c'est marrant et je pense que ça dit aussi quelque chose de notre pays. Mais j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui me disaient ah ça y est, c'est fini, l'Élysée, tu pourras plus jamais y aller. Mais enfin, à mon sens, hein, encore une fois, moi je les tiens au mot du jeu démocratique. On est dans une démocratie, j'ai des questions, j'ai légalement le droit d'être là, ils n'ont légalement pas le droit de me refuser, donc je vais continuer à y aller. Il y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Je suis pas là dans le conflit, je suis simplement là pour poser des questions. Et après, en ce qui concerne les autres médias, je suis pas convaincu qu'une ligne critique de l'OTAN ou voire de l'Union européenne soit très soit très vendeuse aujourd'hui. Bon, ben Frédéric, merci beaucoup. Donc, bonne chance pour les prochaines questions, Merci. en espérant que vous aurez toujours avec ce fameux sésame accès, qu'on ne trouvera pas, on va dire, des raisons diverses et variées pour ne pas que vous posiez ces questions. Revenez nous en parler quand vous voulez chez François, parce que c'est toujours rafraîchissant d'avoir des personnes qui vont poser des questions auxquelles on a droit à avoir des réponses, et aussi on Tout à a fait. droit aussi à poser ces questions, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui s'empêchent de se poser ces questions. Si le gouvernement s'empêche de répondre, il y a aussi la problématique des journalistes qui s'empêchent. Merci beaucoup. Peut-être le mot de Merci à la vous. fin pour vous. Pardon? Peut-être le mot de la fin pour vous. Oh bah non, bah écoutez simplement, si à vos lecteurs et à vos auditeurs, soutenez, soutenez ce travail-là de journaliste indépendant qui est pas facile à faire. Donc bah écoutez, allez vous abonner, partagez le contenu et ben moi de mon côté, j'essaierai de continuer à aller poser des questions qui dérangent. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre chez François. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement avoir question à tout. On sait qu'on n'a pas réponse à tout, justement, mais on se donnera les moyens d'essayer d'aller poser des questions comme Frédéric, que l'on soutient. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre Merci à et à vous. très bientôt sur François. À bientôt. Au revoir.